À Tokyo, c'est la soirée où il faut être invité. Louis Vuitton a sorti le grand jeu. Un pavillon éphémère, une vieille voiture dans le pur style parisien. La marque vient raconter son histoire aux Japonais. Les meilleures clientes de la capitale arrivent sur leur 31. Elles ont toutes reçu une invitation du grand patron de LVMH, Bernard Arnault. Le milliardaire, propriétaire de Vuitton, a fait le déplacement depuis Paris. Cette exposition, c'est son idée. Des objets cultes de la marque, vieux de 160 ans. Après une première escale à Paris, toute l'exposition a voyagé ici par avion. Les malles historiques de la famille Vuitton, exposées comme des œuvres d'art, dans l'univers du voyage, cher à la marque. Pour l'occasion, Vuitton a fait venir ses égéries comme Kate Blanchett ou Sofia Coppola. Le maire de Tokyo est là et Kate est déjà arrivée. Le PDG de Vuitton, Michael Burke, les accueille personnellement. Je suis ravie d'être là. J'adore venir à Tokyo et être là pour l'exposition. C'est que du beau monde ce soir, Michael. Mais Sophia est chez elle. C'est sa maison. L'Asie est le premier marché de Louis Vuitton. Et le PDG ne perd pas le nord. Il a choisi de charmer une star chinoise, Fan Bingbing. Peu connue en France, elle est la 4e actrice la mieux payée au monde. Le conquérant, c'est Louis Vuitton, l'artisan français à l'origine de tout au 19e siècle. He's leaving his village. He was 16 years old. L'histoire, c'est le principal patrimoine de la marque, son meilleur argument marketing. C'est unique. Et chaque fois que je la raconte, j'ai toujours la chair de poule. Tout le monde connaît Louis Vuitton, la maison, tout le monde connaît les produits. On ne connaît pas assez l'histoire. Et ce soir, on raconte le reste de l'histoire. Ça se mérite. Vuitton façon musée, on pourrait croire que la marque s'endort sur ses lauriers. En réalité, il s'agit du nouveau rebondissement d'une redoutable stratégie commerciale. Louis Vuitton, un génie du luxe qui a conquis le monde. 460 boutiques sur la planète, 8 milliards d'euros de chiffre d'affaires, un empire du sac à main, un succès fondé sur 2 initiales entrelacées. Celle de Louis Vuitton, un Jurassien qui s'installe à Paris en 1854 comme fabricant de malles. Observateur, il constate que les grands de ce monde voyagent de plus en plus. Il invente alors des malles légères et esthétiques. À l'époque, c'est un coup de génie. Elles accompagnent les grandes expéditions du 19e siècle. Démarre alors une saga familiale, propulsée par l'invention du célèbre logo dès 1896. 100 ans plus tard, c'est toujours cette même toile siglée qui fait le succès et surtout la rentabilité de la marque. Pourtant, il y a encore 40 ans, Vuitton n'était qu'une toute petite entreprise familiale, un peu poussiéreuse avec seulement 2 magasins. Alors comment est-elle devenue la première marque de luxe de la planète? Fabrication en flux tendu dans une dizaine d'usines, ouverture de boutiques aux 4 coins du monde, et plus récemment, entre défilés et haute joaillerie, une nouvelle stratégie d'ultra-luxe. Nous avons pu filmer les coulisses de cette incroyable saga. Jamais la marque n'avait autant ouvert ses portes aux caméras.
À 2 pas de l'Arc de Triomphe, sur l'avenue des Champs-Élysées, voici ce que les employés Vuitton appellent le flagship. En français, le vaisseau amiral de la marque. 1800 mètres carrés de rayon sur 4 étages. On y trouve des sacs Vuitton, bien sûr, par centaines. Mais plus surprenant, des robes Vuitton et aussi des chaussures Vuitton. Jusqu'aux foulards et lunettes de soleil. Un magasin de la taille d'un centre commercial entièrement dédié à la marque. Dans l'empire Vuitton, c'est la boutique la plus stratégique. 200 millions de chiffre d'affaires annuel. À tel point que tous les samedis, le grand patron de LVMH, Bernard Arnault, Bonjour monsieur. s'y rend en personne. Allez-vous. Je voudrais vous présenter. Le directeur doit lui rendre des comptes sur l'activité de la semaine. Si vous voulez bien, peut-être qu'avant. Vous voyez toujours la nouveauté avec la Summer ici qui continue de très bien fonctionner. Sur le backpack, un petit peu en tension. On sait que c'est un modèle. Oui, c'est un modèle qui est vraiment plébiscité à la fois par la clientèle française et la clientèle internationale, donc qui fonctionne très bien. Le patron veut connaître toutes les meilleures ventes du magasin. Bien fonctionné et qui revient parmi les meilleures ventes, donc à la fois dans la taille bébé et dans la taille MM. Le steamer. Alors très bien sur le steamer, vous allez découvrir un peu plus loin dans le magasin également. Et il connaît tous les produits par cœur. Au pas de charge, en 10 minutes à peine, Ouais, la partie il scanne les 4 étages du magasin. Pourquoi c'est important pour vous ce rituel du samedi? J'aime beaucoup visiter les magasins. Je pense que c'est ça la réalité. Je dis toujours à mes collaborateurs, il faut être le moins possible dans les bureaux. Il faut être le plus possible dans les magasins. D'ailleurs, dans les grands magasins comme celui-ci, dans les maisons Vuitton, on essaye de faire que les bureaux soient petits, de façon à ce que les responsables soient au contact de la clientèle. Je crois qu'on empêche nos clients de monter. C'est pas grave. Merci. Priorité absolue aux clients. Voilà, on va descendre. Et pour qu'ils soient toujours plus dépensiers, la marque a développé la même stratégie partout dans le monde. Un accueil ultra personnalisé. Tous les matins, juste avant 10h, les vendeurs accourent pour un premier briefing. Une petite armée de 250 personnes qui parlent 25 langues différentes. Ils sont tous habillés en Vuitton. Tout le monde est là? Enfin, on commence. J'ai un peu ils arrivent les derniers. Une PME gérée par Guillaume, le directeur du magasin. Il y a des tenues imposées. Oui, absolument. C'est important que tout le monde soit en uniforme et relativement neutre. Je pense que ce qui est important, c'est qu'on n'est pas là pour se valoriser face aux clients. Moi-même, je suis habillé de manière relativement neutre. Il s'agit de valoriser la maison et nos produits. C'est ça l'idée, je pense. Tout le monde est là? Vous m'entendez bien? Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à la maison. Brushing impeccable, sourire de rigueur. Victoria, une des managers, mène la réunion dans la bonne humeur. Aujourd'hui, nous parlerons surtout des belles histoires qui ont marqué notre journée d'hier. Une journée qui était pleine de jolies rencontres et d'émotions. Les vendeurs sont incités à partager leurs belles histoires, ce que l'on appelle l'expérience client. Pleine d'émotions, puisqu'en fait, Ethan a eu la chance d'assister à une demande de fiançailles de la part d'un mari à sa compagne. Donc c'était vraiment un très beau moment. Tout ça s'est passé dans notre salon joaillerie. Et comme tous les jours, les vendeurs ont droit à un petit cours magistral sur les dernières nouveautés. C'est pourquoi nous sommes ravis aujourd'hui de vous présenter la nouvelle version du modèle Capucine, donc en petit modèle, en petite taille. Tout d'abord, pour bien le vendre, démonstration et anecdotes historiques à raconter telles quelles aux clients. C'est un cuir taurillon sur ce sac. Donc, le Capucine tient son nom de la rue des Capucines, où Louis Vuitton installa son premier magasin en 1854. Un quartier que fréquentait assidûment la haute société de l'époque, notamment l'impératrice Eugénie, l'épouse de Napoléon III. Louis Vuitton souhaitait ainsi rester proche de sa clientèle. À 1 minute de l'ouverture, le directeur du magasin vérifie que tout le monde est à son poste. Quand nos clients arrivent dans le magasin le matin à l'ouverture, il faut qu'ils aient l'impression qu'il y ait déjà un petit peu de vie et en même temps qu'il n'y ait pas une armée de vendeurs qui soit juste à l'entrée parce que ça peut être assez intimidant.
Donc voilà, mais tout ça va être très fluide. On ouvre, il est 10h pile. Bonjour monsieur, soyez le bienvenu. Bonjour monsieur, bienvenue. Bonjour mademoiselle. Même ce lundi matin plutôt gris, le magasin se remplit en quelques minutes à peine. Bonjour monsieur. Luxe oblige, la marque pense même à tous les détails qui font la différence. Bonjour madame, bienvenue. Comme dans un grand hôtel, il y a un concierge, Quentin. Bonjour mademoiselle. C'est un peu l'homme à tout faire du magasin. Il règle les petits problèmes, comme celui de ces VIP qui veulent partir plus discrètement. Alors qu'est-ce qui vous arrive? Un sac blanc, bien sûr. Pour être plus discret, c'est ça? Merci beaucoup. Il guette aussi les clients un peu perdus pour les orienter au plus vite vers un vendeur. Bonjour madame. Vous avez besoin d'aide? Please. You get a picture. Ah, vous avez pris une photo. Ah, vous êtes très organisé. Ok, venez avec moi. Même à Paris, la première clientèle du magasin reste les Chinois. Ils viennent nombreux pour acheter leur sac Vuitton en France, comme ces deux jeunes femmes qui ont craqué pour ce modèle à 1 560 €. Et pourquoi vous achetez ici et pas en Chine? Parce que c'est moins cher. C'est moins cher. 30% de moins qu'en Chine. Et dans tous les cas, c'est toujours en France que Vuitton est le moins cher. Mais il n'y a pas que des étrangers dans le magasin. Et la clientèle française est particulièrement chouchoutée par les vendeurs. Pour sa journée à Paris, cette famille de Besançon a prévu une halte au temple Vuitton. On cherche une coque d'iPhone. Cet artisan coiffeur cherche le cadeau pour les 18 ans de sa fille aînée. C'est pour ma fille. Ah, c'est pour mademoiselle. Voilà. Très bien, alors venez, je vais demander à un de mes collègues de vous aider. Pas de problème, merci. Quel que soit leur budget, chaque client doit se sentir unique chez Vuitton. Merci. Super. En fait, je suis navrée. Vous l'avez pas en bleu? Non. Bah c'est pas grave. Mais c'est pas grave, c'est vrai? C'est pour vous? Oui, c'est pour vous. Alors, j'ai ramené le monogramme tout simple. Après, on a la disponibilité de celui-ci en jeu. Et fuchsia. Il est bien fuchsia, j'aime bien fuchsia. Et en fait, à l'intérieur, vous pouvez les personnaliser. D'accord. On vous offre le marquage à chaud. Vous pouvez choisir de mettre vos initiales ici en bas ou ici. Ouais, c'est très bien. Ouais, j'aime bien cette couleur-là. Tu veux le marquage à chaud? Tu veux les initiales? Bah oui, ici. Oui. Bah oui, oui. Le produit, il est vraiment à vous, il est personnalisé avec vos initiales. Super, ouais, d'accord, parfait. Ça représente quoi pour toi, un petit accessoire Vuitton? Bah, c'est la classe, c'est... L'excellence à la française. Oui, l'excellence, oui. C'est sûr, c'est une bonne qualité en plus, donc forcément ça me fait plaisir. Tu as fait le cadeau? Oui. Puis il y a pour tous les prix en fait. Il y a de tout, puis toutes les couleurs. Vous vous êtes déjà fait un petit plaisir? Vous avez quelque chose? Personnellement, non. Personnellement, non. Mais j'attends qu'on me le fasse. J'attends qu'on me le fasse. La petite pochette vaut 200 € et c'est un des articles les moins chers du magasin. De quoi séduire la clientèle de classe moyenne qui s'offre ainsi une petite part de rêve. On achète pour 200 €, je pense pour 10 000, ça doit être pareil, quoi. On est considéré de la même façon. Ça, c'est bien ça. Voilà. Puis ça fait plaisir. Ah bah, vous m'étonnez que ça compte. Maintenant, vous savez, c'est pas partout comme ça. Ouais. On voit que vous arrivez chez Vuitton, quoi. Sans faire c'est vrai, ouais, sans faire de chichi. Et la famille n'a pas fini de s'émerveiller. La vendeuse les conduit au 4e étage, à l'espace personnalisation. C'est la petite touche en plus de la marque, toujours gratuite. Suzy a choisi l'option la plus chic. Voilà, donc là on met du doré, ce qui est très joli. Ses initiales marquées à la feuille d'or sur le cuir fuchsia. Super, magnifique, top. Ah bah, faut mettre ton Oui, téléphone. attends que je mette mon téléphone. Vous voulez le mettre tout de suite? Oui, je vais le mettre tout de suite. Déjà 45 minutes qu'ils sont là, et comme le veut l'usage, la vendeuse ne les a pas quittés. C'est bien, c'est très très fort. Et voilà. Magnifique. Merci papa. Merci. Merci beaucoup. La famille repart sous le charme de tous ces rituels de la vente chez Vuitton. Un protocole instauré pour que chaque acheteur se sente unique.
Chaque jour, la boutique engrange 550 000 € de chiffre d'affaires. Et ici, tous les clients repartent avec l'article qu'ils sont venus s'offrir. Contrairement à d'autres grandes marques de luxe, chez Vuitton, les ruptures de stock sont exceptionnelles. Pour satisfaire la demande, la marque fabrique 8 millions d'articles de maroquinerie en flux tendu dans ses 17 usines mondiales, 12 en France, 3 en Espagne et 2 aux États-Unis. Au cœur de la campagne vendéenne, un des sites de production français de la marque. Comme toutes les usines Vuitton, elle tourne à plein régime. Sous la houlette de Valérie Dubois, la directrice, bonjour. 500 ouvriers s'activent. Pour diriger ces usines, la marque recrute des ingénieurs, spécialistes de la production industrielle. Ça va le produit? Ça s'est bien passé? Bon. Valérie a d'abord travaillé dans une usine de pâtisserie avant d'être recrutée ici. Le métier n'est pas bien différent. Il faut alimenter les magasins au plus vite. Sur ce produit-là, sur les deux couleurs qui fonctionnent bien, on s'ajuste en fonction en fait, du besoin client, de la demande des magasins. Et la semaine prochaine, ça pourrait être une autre couleur? Et la semaine prochaine, ça pourrait être également du jaune, où on peut repartir sur du rose en fonction en fait, du niveau de vente. Le but, c'est que la cliente ne soit pas déçue, effectivement, et qu'elle ait le modèle en tout cas, et ensuite la couleur qu'elle a choisie. Effectivement. Rapidement? Au moment où elle est dans le magasin. Les 100 lignes de production sont composées de la même manière. Une dizaine d'ouvrières côte à côte. Ici, elles assemblent un nouveau modèle, collection été 2016 en cuir vernis rose, vendu 2 000 €. Toute la production est rationalisée. Les sacs arrivent en kit, reste à les assembler. D'abord, il faut piquer la fermeture éclair, puis positionner les poignées. Du travail à la chaîne, même si chaque opération reste précise et minutieuse. Le sac passe de main en main et au bout d'une heure, il est presque fini. Reste à associer le corps et le fond du sac. C'est l'étape la plus délicate. C'est la touche finale, c'est la piqûre finale. Donc d'où une assez grande responsabilité vis-à-vis de mes collègues. Parce que si je rate le sac et elles ont très bien réussi, c'est dommage. C'est pour ça que c'est assez précis et c'est vraiment une opération importante. On se concentre pas mal. Tac. Comme la majorité des ouvrières, Mélanie est arrivée chez Vuitton après une reconversion professionnelle. Embauchée au SMIC, payée sur 13 mois, Vuitton l'a formée pendant 1 an pour lui apprendre le métier. Alors il faut que c'est mes arrêts de fil. On vient brûler, c'est un fer à brûler, on vient brûler dans le trou. Il n'y a pas le risque de brûler le cuir? Ah, c'est safran. Au début on brûle et au bout d'un moment on ne brûle plus. Et après, il faut que je passe mon doigt pour voir si ça gratte pas. Donc là je sens que ça gratte un petit peu. Voilà. J'ai passé un petit coup de poinçon. Voilà. C'est bon. Après 1 heure d'assemblage, reste une étape cruciale. En bout de chaîne, Lisette est un peu l'inspectrice des travaux finis. Le sac est terminé. Je vais pouvoir contrôler son aspect général en le regardant, en me mettant un petit peu à la place de la cliente quand elle regarde son sac. Dans le jargon Vuitton, on appelle ça le beau geste. Lisette inspecte le sac sous toutes les coutures, quitte à le torturer un peu. La solidité de mes enchappes. Vous tirez dessus quand même. Oui, il faut que ce soit bien solide et fonctionnel. Je contrôle le fond en vérifiant que mes rivets sont bien sertis. Après un dernier coup de chiffonnette, le sac est prêt. Il est attendu en magasin début avril pour coller à l'arrivée du printemps. Mais ces modèles haut de gamme vendus autour de 2 000 € ne représentent pas l'essentiel des ventes. Les best-sellers de la marque sont produits juste à côté. Comme ce grand sac cabas,
Le Neverfull, vendu 950 €. Vous en faites combien tous les jours comme ça? Oula, pas le droit de vous le dire. Beaucoup. Il est assemblé en un temps record. Seules quelques pièces sont en cuir, comme les bordures, les poignées et les lanières. La directrice nous entraîne à la pocerie. Une pièce qui sent bon le cuir. Bonjour Laurent. Bonjour Valérie. On y retrouve les peaux qui servent pour le cabas Neverfull. Elles sont développées spécialement pour Vuitton, comme ces peaux de vache achetées dans l'Union européenne. Donc ici vous avez du cuir naturel. Donc ça aussi, cuir emblématique de la maison. Cuir naturel, pourquoi? Parce que le process en fait de tannage est naturel et qui lui donne donc un aspect clair. Et puis en fait, eh bien, il va évoluer au cours du temps et il va avoir une très jolie couleur caramel qui va se développer. La peau coûte 250 €. Pas question de gaspiller. À la découpe, Déborah va éliminer le moins de cuir possible, juste autour des imperfections. Qu'est-ce que vous notez là? Alors là, ça c'est un parasite ouvert. Une piqûre de moustique? Ouais, ça peut être ça. C'est des petites bêtes qui rentrent dans la peau et après ça fait des tout petits trous. Ça par contre, on peut pas le mettre. Ensuite, pour gagner du temps et de l'argent, les machines prennent le relais. L'ordinateur optimise la peau au maximum. Une centaine de pièces y est découpée. Au final, on retrouve les pièces principales du grand sac cabas et très peu de déchets. Mais la marque n'en fait pas mystère. L'essentiel du sac cabas n'est pas en cuir. Les sacs les plus populaires sont fabriqués à partir de la fameuse toile siglée Vuitton. C'est un des secrets de l'incroyable rentabilité de la maison. Cette toile habille 2/3 des articles de la marque. Elle est livrée en rouleaux de plusieurs dizaines de mètres et découpée dans cette pièce. Ici, ça sent un peu moins le cuir. C'est pas du cuir. C'est de la toile de coton enduite. Une toile de coton enduite de PVC. Ses avantages, d'abord, grâce au PVC, elle est quasiment increvable, d'une solidité à toute épreuve. Mais surtout pour un article de luxe, c'est une matière première très bon marché. D'après nos informations, elle coûterait moins de 12 € le mètre linéaire. Nous avons décomposé le prix d'un sac en toile Vuitton hors taxe. D'après nos informations, le coût de fabrication, matières premières et main-d'œuvre, représente 10% du prix de vente. Il faut ajouter le coût du réseau de vente, puis de la communication et du marketing, 50%. Résultat, la marge de Vuitton, ce qui lui reste avant impôts et taxes, représente 40% du prix de vente. Une rentabilité exceptionnelle, un record dans le secteur du luxe. Pour justifier ses prix de vente entre 1 000 et 3 000 €, Vuitton promet une solidité à toute épreuve. Au siège de la marque, Arnaud Capdeville, directeur qualité, se promène toujours un sac à la main et un chiffre en tête. On imagine que nos clientes utilisent nos produits 10 fois par jour, tous les jours de l'année pendant 10 ans. Donc 360 x 10 x 10, 36 000. C'est pour vérifier que je peux ouvrir et fermer 36 000 fois mon mousqueton sans qu'il soit ni trop souple, ni trop dur à ouvrir. Dans ce laboratoire, ils testent toutes les pièces détachées car elles proviennent de 200 fournisseurs différents et il faut garantir une qualité toujours au sommet. Et en fait, on vient simuler la flexion de la chaussure en bas parce que certaines des pièces de cuir de nos sacs sont soumises aux mêmes contraintes. Et donc, vous voyez ici qu'on en est déjà à quasiment 25 000 cycles. Et l'objectif, c'est de tout faire pour que la finition de nos cuirs, évidemment, n'éclate pas. Pour une marque qui vend sous toutes les latitudes, l'important est que les matières résistent au pire cauchemar, le climat. Alors Arnaud fait voyager ses sacs un peu partout. Donc là, je suis à Singapour
Et on simule donc dans cette enceinte climatique 96 heures. Pendant 4 jours, on met nos produits dans un environnement très humide, 95% d'humidité, très chaud, 55 degrés. Et on regarde comment notre sac entier, pas simplement le cuir et les pièces métalliques, mais tout le sac lui-même évolue. Sous la chaleur des tropiques, les sacs tiennent la route. La toile imperméable ne bouge pas. Après Singapour, Arnaud nous emmène aux États-Unis. On voyage à nouveau et là on est dans un désert au Nevada. Avec une luminosité extrême qui pourrait changer la couleur du cuir, ça passe aussi. Tu peux me bouger ça? Reste le pire du pire. Voilà, donc on va au brouillard salin. La pièce ambiance, bord de mer. Et là, qu'est-ce que vous allez leur faire subir comme traitement? Alors ici, on va se mettre en atmosphère chaude, humide et avec un environnement salin de bord de mer. Ça, c'est le pire qu'on puisse imaginer. C'est le pire qu'on puisse imaginer. Donc je suis à Singapour, je suis en Floride, je suis au Japon au bord de la mer. Voilà, il fait chaud, humide. Le sel de la mer est relativement agressif pour les pièces métalliques. Ce dont on veut s'assurer, c'est que nos pièces métalliques ne vont pas s'oxyder et vont résister à ces conditions qui sont parfois les plus extrêmes pour elles. Après avoir fait le tour de la planète, les sacs passent l'examen final. Avec un membre de la famille Vuitton, une certaine Louise. Et voilà Louise. Ce bras robotisé nous permet de simuler en accéléré comment notre produit, au contact du manteau de la cliente, va évoluer. C'est votre première cliente, en fait? Louise est en tout cas la première à voir les sacs, ça c'est sûr. On ne se sent pas de lancer un produit sur le marché sans être passé par les mains de notre robot Louise. Elle est très demandée. Louise est très demandée et elle travaille 24 heures sur 24. Et on se pose la question d'investir dans un deuxième robot pour nous aider à simuler un petit peu tous ces usages de nos clientes. Si aujourd'hui Vuitton est surtout connu pour ses sacs à main, la maison perpétue toujours une tradition qui remonte aux origines de la famille, il y a 160 ans. À l'époque, Louis Vuitton s'installe à Asnières, en banlieue parisienne. Dans ce parc, il fait construire son atelier et sa maison de famille. C'est le berceau de la légende familiale. Pour la raconter, c'est toujours un Vuitton qui s'y colle. Patrick Louis est l'arrière-petit-fils du fondateur, le seul Vuitton qui travaille toujours pour Vuitton. Oui. Alors ça, c'est la maison de mes grands-parents, arrière-grands-parents même, puisque c'est Louis et Georges, je dirais, qui l'ont fait construire. C'est Louis qui s'est installé là quand il a fait construire son usine. Moi, j'habitais une maison qui était là à la place des voitures. Et je traversais le jardin et j'allais voir mon arrière-grand-mère pratiquement tous les jours. L'héritier se concentre sur ce qui a fait la renommée de sa famille. Des malles d'exception fabriqués à la demande. Une des plus connues, la malle armoire avec sa petite penderie intégrée. Très populaire aussi, la malle chapeau, ou encore l'ancêtre des trousses de toilette. Jusqu'aux objets les plus excentriques, comme la malle lit de camp, pour emmener son matelas n'importe où. Ça va, Monique? Oui. Dans l'atelier des malles, résonne toujours ce même bruit. Un rythme propre à chaque artisan. Bon, on pose une poignée. Une poignée, on va passer. Alors là, on a une malle Stokowski en damier. La malle Stokowski, c'est un petit bureau portable du nom du chef d'orchestre pour qui elle fut inventée en 1930. Il l'avait commandée pour pouvoir composer sa musique n'importe où. C'est un produit que vous aimez, c'est un de mes produits préférés, oui. C'est le côté pratique, petit bureau ambulant, voyageant. Là, vous pouvez vous installer n'importe quel endroit dans le monde, que ce soit une chambre d'hôtel ou le désert ou un coin de brousse, ou même ici un coin de forêt chez nous. Vous vous installez un joli paysage, vous pouvez peindre, faire tout ça à partir de cette malle-là. Avec Patrick, on a parfois l'impression que le temps s'est arrêté à la belle époque. C'est qu'ici, rien n'a vraiment changé depuis un siècle. Cette malle vendue 60 000 € est assemblée à la main pendant de longues semaines
et l'héritier veille au grain. C'est bien fait? C'est bon. Merci. Non, parce qu'une fois que la malle est pleine, il faut que la poignée tienne bien. Est-ce qu'on travaille toujours comme il y a un siècle ici? Oui, oui. Alors pourquoi changer quelque chose qui est parfait et qui tient très bien? Depuis toujours, les malles Vuitton sont couvertes de la fameuse toile de tissu, d'abord enduite de colle et désormais de plastique. Alors voilà la fameuse toile avec laquelle, depuis des années et des années, Louis Vuitton fabrique ses bagages. Si elle est utilisée depuis 150 ans, c'est d'abord parce qu'elle est très solide et imperméable. Ah, c'est mes godasses qui prennent. Voilà, c'est le pilier, c'est l'axe de la marque. Il faut la respecter, cette toile. Le fameux symbole, lui, a été créé il y a plus de 100 ans, en 1896, quand Georges, le fils de Louis, cherchait à se démarquer de la concurrence. Il dessine alors les initiales de son père et ses motifs fleuris. Vous savez où il a puisé l'inspiration pour ses dessins? Dans sa tête. Il n'y a pas de traces de ça? Si, il y a toute une histoire. Voilà. Vous ne voulez pas la dire? Non. Pourquoi? Parce que ça se mérite. Un grand mystère entoure l'origine du fameux monogramme. L'hypothèse la plus probable est relayée par certains Vuitton qui ont fréquenté la maison de famille dans le jardin. D'après eux, les carreaux de faïence de la cuisine ressemblaient à ça. Les similitudes entre le carrelage et le premier dessin de Georges Vuitton sont en effet frappantes. Georges aurait-il simplement copié le carrelage de sa cuisine? La marque ne corrobore pas cette hypothèse. Pas assez chic, sûrement. De toute façon, Monsieur Vuitton n'aime pas trop les polémiques. Il passe son temps à vanter le savoir-faire maison. Et à Asnières, il y a un autre département très prestigieux qui fabrique des sacs en série limitée, comme par exemple en peau de crocodile teinte en rose. C'est des cuirs très précieux, monsieur Vuitton? Ah oui, au prix du mètre carré, oui, ça fait cher rouge. C'est combien le mètre carré? Ah, ça, tout de suite. Ils veulent tout savoir en argent. Ils veulent tout savoir. Ça fait pas partie des cuirs, je veux dire, des cuirs conventionnels quand même, parce que c'est un cuir d'exception. Ça court pas les rues. Un cuir très rare, donc forcément très cher. Une peau de cette taille peut coûter jusqu'à 1 200 €. Et pour faire un sac à main tout petit, il n'en faut pas une, mais deux. Là, ça va être le devant du sac, le dos, et nous allons faire le dessus aussi dans la petite écaille. Là, on a 2 peaux pour ce produit. Une fois que le produit est terminé, il faut qu'on ait l'impression d'avoir eu une seule peau. Pour ces matières d'exception, on est loin du travail à la chaîne de l'usine de Sainte-Florence. Le sac est assemblé par 2 maroquinières très expérimentées, entièrement à la main. Il faut des petits doigts, petites piqûres, à la main, bien sûr. Le reptile rose est réservé pour un sac qui fait la fierté de l'atelier. Une réplique miniature d'une malle Vuitton. Un sac à main si petit qu'il est très difficile à manipuler. Il faut compter au moins 8 jours de travail pour l'assembler. L'atelier d'Asnières n'en fabriquera que 14 dans cette couleur. Des pièces ultra exclusives, déjà attendues en magasin. Une semaine plus tard, au magasin des Champs-Élysées. Just in time. Merci beaucoup. Merci Stéphane. Guillaume, le directeur, vient de recevoir la précieuse petite malle. Elle va trouver place dans le salon haute maroquinerie du magasin, réservé aux meilleurs clients. Elle va se vendre vite, vous pensez? Elle va se vendre vite. Sur ce genre de pièces, en fait,
C'est rarement des clients qui découvrent les petites malles par hasard, c'est plutôt des clientes qui les ont vues au moment du défilé, qui nous ont fait signe tout de suite après, qui nous disent qu'elles sont intéressées. Donc la question n'est pas est-ce que ça va se vendre vite, et c'est plutôt à quelle cliente on va faire plaisir et à qui on va accepter de vendre la petite malle. C'est vous qui choisissez. On a le luxe de pouvoir effectivement, sur ce type de pièces très exclusives, de choisir à qui est-ce que ça va être vendu. Et toute la subtilité, c'est d'effectivement pas privilégier les mêmes clientes de saison en saison. C'est un objet d'exception, on va pas parler de... L'heureux élu devra tout de même débourser 30 000 € pour cette minaudière. Et cela reste un des articles les plus abordables du petit salon. Ici, la maison présente ses objets les plus fous et les plus chers, comme la malle Casino. Et à ce jeu, c'est toujours Vuitton qui gagne, 80 000 €. Ou moins volumineuse mais à peine moins chère, la malle Poker, en croco. Et là, c'est vraiment des achats coup de cœur. C'est rarement des achats prévus. Ça va être un monsieur ou une dame d'ailleurs, féru de poker ou féru de jeu, qui découvre cet objet et qui en a envie tout de suite. Mais on est vraiment sur des clients exceptionnels là. C'est pas exposé là pour rien. Quelqu'un peut venir et repartir avec. Absolument. Rien n'est anodin. Et pour que les clients ultra riches dépensent toujours plus, le personnel est aux petits soins. Bruno est le vendeur attitré d'une riche cliente russe qui a prévu une séance shopping ce matin. Il l'attend à l'entrée car elle est toujours pile à l'heure. Bonjour, on va monter à l'étage. Ok, merci. Suivez Bruno, c'est lui le maître de cérémonie aujourd'hui. Merci. Olga, 30 ans, est accompagnée de sa maman. Dans le langage Vuitton, elle est ce qu'on appelle une VIC, Very Important Client. Bruno lui a réservé un salon privé pour la matinée, avec vue sur les Champs-Élysées et dressing personnalisé. On a reçu hier une veste rose dans votre taille, 38. Ah, j'adore. La couleur est super. C'est rose, hein. C'est très rose. Je vous propose de commencer par ça. Ok. Bruno et Olga se voient tous les mois depuis 4 ans pour ces rendez-vous personnalisés. Olga est une très bonne cliente, une femme d'affaires à la tête de 2 restaurants branchés à Moscou. Alors, qu'est-ce que ça donne? C'est super. J'aime bien la couleur. La couleur est super. Mais j'ai un doute sur la taille. Oui, la dernière fois, vous aviez essayé un 36, mais c'était trop étroit. Oui, les manches, c'est bien comme ça. C'est mieux dans cette taille-là, non? Mais peut-être qu'on devrait quand même essayer un 36 pour comparer. Bruno fait bonne figure, mais il sait déjà qu'il y a un problème. Il a déjà vendu toutes les pièces de cette série limitée en 36. Mais j'adore les vestes de Bottard. En plus, avec ce rose Barbie, c'est vraiment original. On trouve pas ça partout. Si vous voulez, je vous ai aussi choisi 2 paires de chaussures. Ok, merci. Grâce à sa taille mannequin, la jeune Russe peut se permettre toutes les excentricités. C'est très joli. Vous pouvez le porter avec un t-shirt blanc en dessous, ou comme ça, mais c'est plus difficile. Oui, j'aime beaucoup. Pour les fêtes, l'été, c'est très sympa. Olga est un peu ici chez elle. Elle organise son propre défilé de mode. D'abord le Bombers, puis un manteau de la collection Super Héros. Et revoilà la veste rose, accompagnée de ses mitaines. Bruno a bien fait de réserver la matinée car 2 heures plus tard, ils y sont encore. Le X est la veste rose. Elle l'adore mais la trouve trop grande en 38. C'est trop grand, on doit vraiment essayer le 36. Non, en fait, elle n'est pas trop grande. Non, mais je voudrais vraiment comparer. Non, mais pour les manches, c'est la bonne taille. Dans l'esprit du défilé, elle les porte oversize, un style un peu masculin. Non, mais dans tous les cas, c'est quand même mieux de comparer. Devant l'insistance d'Olga,
Bruno et Guillaume acquiescent poliment, mais ils ne peuvent plus reculer. La rose en lapin en plus petit. Bruno est bien embêté. Et maintenant, il va falloir annoncer la triste nouvelle à Olga. Ce qu'on fait, parce que Madame Leung s'énerve aussi. On va faire de notre mieux, mais je ne suis pas très optimiste. J'espère que vous n'êtes pas trop déçus. On va faire de notre mieux. J'espère, surtout que j'étais là il y a 3 semaines. Je voulais venir, mais je suis tombée malade. Alors j'ai pas pu venir. Voilà. C'est pour ça que j'ai pas pu venir. Dommage pour la veste à 4 200 €, mais Bruno n'a pas perdu sa matinée pour autant. Olga a craqué pour la cape cloutée, le gilet en cuir, le manteau super-héros, 2 paires de chaussures et les mitaines. 15 000 € en tout, et elle a déjà repris rendez-vous pour le mois prochain. Mais Louis Vuitton n'a pas toujours eu cette puissance. Il y a 40 ans, l'entreprise a même failli péricliter. En 1970, Vuitton est une toute petite entreprise familiale, réputée, mais un peu poussiéreuse. Elle n'a que 2 magasins et 70 employés. Comment est-elle devenue en si peu de temps un empire? Un homme visionnaire a révolutionné Vuitton dans les années 80. Il s'appelle Henri Racamier, aujourd'hui décédé. Pour raconter son ascension, nous avons retrouvé sa garde rapprochée, André Sacco, son bras droit, François Schwebel et Dominique Grosmangin, les communicants de l'époque, et Christian Depange, son fidèle lieutenant. Ils reviennent sur les années 70. C'est une entreprise qui marche gentiment, mais qui est plutôt endormie. Un chiffre d'affaires de 77 millions, 2 points de vente en propre, et puis 1500 mètres carrés de surface de production. Donc c'était ça un peu la taille, entre guillemets, de Vuitton à l'époque. La famille Vuitton appelle à la rescousse un gendre, Henri Racamier. Il est marié à Odile Vuitton, une descendante de Louis Vuitton. A priori, il n'a pas le profil idéal. Déjà âgé de 65 ans, il a fait toute sa carrière dans le négoce de l'acier. Pourtant, c'est lui qui va faire décoller la marque. Il a cette conviction que sa méthode de travail qu'il avait déployée toute sa vie dans le négoce des aciers, cette méthode pourrait elle aussi s'appliquer à cette affaire traditionnelle, familiale, artisanale. Henri Racamier met en place un système économique implacable. Contrôle intégral de la fabrication, ouverture de magasins uniquement dédiés à Vuitton. Ce grand patron à l'ancienne veut contrôler la chaîne de bout en bout et les bénéfices grimpent en flèche. Il y avait un intérêt financier d'abord parce que ça voulait dire l'addition des différentes marges que l'on pouvait avoir dans tout le circuit, n'est-ce pas? Une marge de production, une marge de distribution et une marge de détail. Donc ça fait beaucoup. Coup de pouce du destin, à Paris, de nouveaux clients s'arrachent les produits Vuitton, les Japonais. Sans tarder, André Sacco s'envole pour Tokyo et ouvre la toute première boutique Vuitton en Asie en 1978. C'était l'époque où les Japonais voyageaient, enfin ils continuent d'ailleurs, mais enfin ils voyageaient partout. Donc il y avait une clientèle, on n'avait qu'à se baisser pour la ramasser. Bien entendu, du Japon, on est allé un peu partout dans l'Asie du Sud-Est. On suivait la clientèle. Grâce au Japon, la production explose. Les sacs à main se vendent par milliers. Et très vite, on voit ces produits siglés un peu partout. Peut-être déjà trop. C'est bien d'être sur un cheval au galop, mais si on ne tient pas les rênes, on risque de se faire rejeter. Donc en fait, c'était ça le challenge. À la fois croissance, développement et maîtrise. On a cherché une stratégie, on a cherché quel était le ressort de Vuitton. Qu'est-ce qui faisait qu'on pouvait adhérer à cette marque et quel territoire on pouvait lui créer. Et c'est comme ça qu'est née l'âme du voyage. Et quand on dit l'âme du voyage, on dit tout. On n'a rien de plus à dire. La campagne de publicité de 1981 est visionnaire.
Aux quatre coins du monde, dans des décors féeriques, on y découvre les malles Vuitton. Et ce fameux slogan toujours utilisé aujourd'hui, l'âme du voyage, pour séduire les consommateurs. Même s'ils n'avaient pas les moyens d'acheter ces malles extrêmement chères, ils achetaient un peu de Vuitton, une petite mallette, un attaché-caisse. Ils adhéraient à l'univers de Vuitton, ils rentraient dans l'univers de Vuitton. En 1987, 10 ans après l'arrivée d'Henri Racamier, Vuitton a complètement changé d'échelle. La courbe du chiffre d'affaires s'est envolée. Elle passe de 70 millions de francs en 1977 à 2,2 milliards de francs en 1987. Le chiffre d'affaires a été multiplié par 30. Les bénéfices sont alors tellement importants que la famille Vuitton les trouve inespérés. Et au fur et à mesure qu'on ouvrait des points de vente, la demande augmentait. Bon, alors évidemment, on n'avait pas instauré la religion disons, de la rareté. On avait une forte demande, donc une forte production, donc de nombreux produits avec une forte marge, donc la quantité multipliée par la marge, ça fait un gros produit. Ça fait un gros résultat. Henri Racamier nourrit alors d'autres ambitions. Il veut créer un groupe de prestige international et s'associe avec le géant français du champagne et du cognac, Moet Hennessy. C'est la naissance de LVMH en 1987. Un mariage chic et cher. La capitalisation boursière de l'ensemble est de 23 milliards de francs au départ. Bref, la première multinationale de luxe. Mais très vite, les deux familles se disputent le leadership. Le groupe est menacé par une OPA. Henri Racamier cherche un allié. En 1989, il fait appel à un jeune financier flamboyant qui vient de redresser Dior, Bernard Arnault. C'était un peu un chevalier blanc. Et tous les chevaliers blancs, comme on sait, ils finissent par tirer les marrons du feu, souvent. Bernard Arnault est le troisième homme, déterminé à devenir numéro 1. Il mène en secret un jeu d'alliances financières et devient actionnaire majoritaire. Il finit par prendre le contrôle. Henri Racamier, le créateur de LVMH, n'a rien vu venir. La justice déclare Bernard Arnault vainqueur dans une bataille pour le contrôle de Louis Vuitton Moet Hennessy. Le PDG de LVMH l'emporte donc définitivement face à son ancien allié, Henri Racamier. Il s'est révélé être tout différent de ce que je croyais qu'il était. J'ai été peut-être mal conseillé. Bernard Arnault met la main sur je dirais un peu le joyau de la couronne, prêt à être déployé et à devenir, je crois, la marque de luxe mondiale la plus connue, la plus puissante. C'était une machine de guerre, Vuitton. C'était une machine de guerre, oui. C'était la seule maison qui avait une rentabilité époustouflante, donc, et un développement possible extraordinaire. Donc je pense que c'était ça qui l'intéressait en premier. Et je crois que ça l'intéresse toujours, autant. Après 140 ans de règne sans partage, la plupart des membres de la famille Vuitton est évincés de l'entreprise. Ils démissionnent en bloc, laissant Bernard Arnault seul maître à bord. En 1991, Vuitton a déjà 140 magasins. Bernard Arnault part à la conquête de nouveaux territoires. Il ouvre en Chine, en Inde, en Amérique du Sud. Aujourd'hui, le réseau compte 460 boutiques. Difficile de rivaliser avec cette implantation planétaire. Partout dans le monde, c'est la même philosophie, le client n'attend pas. Pour le contenter, Vuitton a un centre logistique dernier cri en banlieue parisienne. Le challenge, approvisionner le monde entier en moins de 72 heures. Tous les jours, 16 semi-remorques déversent la production des usines. 8 millions d'articles par an. Ils ont été produits hier après-midi. Et ils seront quand en magasin? Si tout va bien, ils peuvent être déjà sur les magasins dès demain matin. En priorité, il faut décharger et ranger ce que l'on appelle les hot products, les produits chauds,
déjà en rupture en magasin. On les reconnaît à leurs étiquettes orange. Hong Kong manque d'un sac. 0-0. Sandrine est déjà en alerte. Ils doivent partir en Asie dès ce matin. Comment vous savez ce que vous devez prendre? Alors en fait, la voie me demande de prendre là 8 colis. C'est un robot. En moyenne, les produits passent à peine une journée dans l'entrepôt. Je vais arrêter par contre. Et pour aller toujours plus vite, Vuitton livre par avion. C'est le mode de transport le plus rapide, mais le plus cher au monde. 100 fois plus cher que le bateau. Le roi du Tetris, c'est moi. Une palette comme ça, c'est d'essayer de tout mettre dedans pour que tout part d'un jour, le jour même. 8 mètres cubes de sac à main soigneusement emballés qui filent sans attendre à Roissy. C'est le cas des 3/4 des articles Vuitton. Sous escorte sécurisée, la palette qui peut valoir jusqu'à 200 000 € est acheminée sur le tarmac. 1 heure avant le départ du vol, pendant que les passagers prennent place en cabine, sous leurs pieds, les précieux sacs Vuitton sont chargés en soute. Ils vont voyager aux côtés de produits gastronomiques français et d'autres articles de luxe. Direction Hong Kong, les magasins asiatiques seront approvisionnés dès le lendemain matin. L'Asie est depuis toujours le premier marché de Vuitton. Historiquement le Japon, mais surtout depuis 15 ans, la Chine. Ce pays, pour Vuitton, c'est à la fois le plus grand marché et le plus grand danger. Shanghai, 26 millions d'habitants, une place forte du luxe. La Chine a longtemps été un Eldorado pour Vuitton, mais le marché s'essouffle. La marque vient de fermer plusieurs boutiques. En fait, ici, Vuitton est victime de son succès. À chaque coin de rue, c'est un défilé de sacs, de pochettes Vuitton, des vrais comme des faux. Dans les magasins de contrefaçon, la marque est en effet l'une des plus copiées. Hello. I was looking for, do you know the new model of Louis Vuitton? The new one? This one? Pour ce sac à main à poignée rouge, dernier cri, l'authentique coûte plus de 1 500 €. And just, what is the price for the red one? This one? La copie, fabriquée en Corée, est proposée à 200 € avant négociation. Like it's a good quality. Yes, this is only the best quality. Mais la contrefaçon n'est pas le seul problème. L'autre souci de Vuitton en Chine, c'est la banalisation. Son sac est devenu le hit bag de la classe moyenne. Sur le web, les jeunes chinoises le présentent comme un trophée quand elles ont enfin pu se l'offrir. 最便宜的一款了吧，一款长钱包，它是合人民币2700多吧。现在镜头前面是不是有人在尖叫？有没有尖叫？来点尖叫声。Nina, 27 ans, partage ce rêve du sac Vuitton. Il compléterait d'ailleurs très bien sa petite collection. Ça, c'est un classique de chez Longchamp. Il est très pratique et imperméable. Celui-ci, je le mets avec mes tenues décontractées. Le rose, lui, il est plus flashy, c'est pour l'été. Et celui-ci, le rouge, c'est un Michael Kors. Je l'aime bien, mais ce n'est pas du tout haut de gamme. Nina n'a pas du tout le salaire pour s'acheter du haut de gamme. Secrétaire, elle gagne 1 000 € par mois et vit dans un petit studio où les marques françaises et la Tour Eiffel sont omniprésentes. J'adore la Tour Eiffel. J'ai acheté beaucoup de décorations sur ce thème. Et ce tableau, c'est moi qui l'ai peint. Bon, il n'est pas encore fini. Elle rêve de voir Paris, mais avant, elle a une autre priorité. Elle veut un sac Vuitton. Et tous les matins, elle passe devant la boutique. Pour le moment, elle se contente de faire du lèche-vitrine, mais elle a déjà bien identifié le sac de ses rêves. Elle a même un plan.
Est-ce que tu as trouvé ton sac? Oui, j'aime ce modèle, avec la chaîne dorée. Il se porte comme ça sur l'épaule. Regardez la photo. Bon, je ne l'ai pas encore acheté car il coûte très cher, 2 400 €. Alors tu fais des économies? Oui, et je fais des petits boulots pour gagner plus d'argent. Je pense qu'il va falloir que j'économise en tout 3-4 mois, ou au pire, jusqu'à 8 mois. Jusqu'à 300 € par mois, presque un tiers de son salaire. Nina est prête à de gros sacrifices pour se payer son rêve, et elle n'est pas une exception. Elle appartient à une tendance appelée le syndrome de la secrétaire. Un phénomène né en Chine dans les années 2010, quand les ventes de sacs Vuitton ont explosé, notamment auprès de la classe moyenne. Une popularité qui aurait fait fuir les clients les plus fortunés, la marque devenant pour eux trop ordinaire. Alors pour reconquérir les plus gros portefeuilles de la planète, depuis quelques années, Louis Vuitton organise la riposte. Sa nouvelle stratégie, c'est l'ultra-luxe. C'est pas mal, tout en noir, hein. Les trois. La contre-attaque repose sur les épaules du PDG de la marque, Michael Burke. Elle se joue dans ces drôles de structures installées dans le bois de Boulogne, dans les jardins de la Fondation Vuitton. Une ambiance de cathédrale futuriste, construite pour un show qui ne va durer qu'une dizaine de minutes. L'enseigne a lancé à grands frais ses propres défilés de prêt-à-porter. C'est bien. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est féerique. Pour lutter contre la banalisation de ses sacs à main, Michael Burke met le paquet. Sa stratégie, retrouver le luxe des fondateurs de la marque. Quand on voit les vitrines que Vuitton avait inventées à la fin du 19e, on était déjà dans le spectacle. On était déjà dans le beau, dans l'exceptionnel, dans le rayonnement de la France, en fait. Et ça continue. Vous jouez dans la cour des grands? Vuitton a toujours été dans la cour des grands. Vuitton a inventé la cour des grands. Au premier rang, tout l'état-major de Vuitton est présent. Le show se veut grandiose. Il coûterait environ 10 millions d'euros. C'est l'aboutissement de 6 mois de travail. Il permet de mettre en valeur non seulement les robes, mais aussi tous les accessoires de la marque. Et pour briller toujours plus, Vuitton s'est offert depuis 3 ans les services du créateur qui monte dans le milieu, Nicolas Ghesquière. Visiblement, ces créations ont conquis les célébrités présentes dans la salle. Une maison qui a un savoir-faire vraiment extraordinaire. Vraiment extraordinaire. Oh, c'est très beau. C'était super bien. C'était mon premier défilé en tant qu'égérie, alors j'étais très contente. J'ai un sac, j'ai une robe et des chaussures. Je suis habillée de la tête aux pieds en Vuitton. J'ai adoré, il y a vachement de trucs que j'ai déjà envie de porter. J'ai beaucoup aimé les looks avec les pulls et les slims, et il y a une robe blanche que j'adore. Le défilé permet aussi de chouchouter les clientes VIP, comme Olga. Pour l'occasion, elle a sorti tous ses derniers achats Vuitton. J'ai les chaussures Vuitton, le sac Vuitton, le manteau Vuitton. Quand je viens sur le défilé, je porte les vêtements de la marque, pas ceux d'une autre. Je pense que c'est ça la bonne attitude. Et pour lutter contre la banalisation, Vuitton va encore plus loin dans cette stratégie d'ultra-luxe. Cela se passe place Vendôme, le temple de la haute joaillerie. Boucheron, Van Cleef & Arpels et depuis peu, le dernier arrivé dans ce cercle très fermé, Louis Vuitton. Le PDG Michael Burke vient valider les dernières commandes. L'enseigne a choisi de tout de suite frapper très fort. Il s'est alloué les services de cette femme qui préfère rester anonyme. Une chasseuse de pierres précieuses. À son niveau, ils ne sont qu'une dizaine sur la planète
Elle ne cherche que des pierres exceptionnelles. Tu veux peut-être un peu parler de notre nouvelle découverte? Alors cette poire, elle est arrivée début de semaine. Elle fait plus de 63 carats. Et ça fait à peu près 4 mois de chasse où j'essaye d'obtenir les brutes et la taille de cette pierre. Donc ça, c'est du jamais vu. Ça, c'est du jamais vu. Du jamais vu pour ces 4 pierres précieuses. Vuitton ne va les proposer qu'à quelques dizaines de clients à travers le monde. En termes de budget, il faut compter combien pour ces pierres d'exception? Il ne faut pas de budget. Si vous avez un budget, c'est un autre métier, ça. C'est un métier sans budget. Pour des clients sans budget aussi. Vuitton envisage l'avenir vers l'hyperluxe grâce à ses bijoux à plusieurs millions d'euros, mais aussi avec de tout nouveaux magasins, toujours plus grandioses. D'ailleurs, place Vendôme, la marque se sentait un peu à l'étroit dans la petite bijouterie. Dernièrement, l'enseigne a acheté cet immeuble à plus de 200 millions d'euros et réalise en ce moment pour 40 millions de travaux. En fin d'année prochaine, le géant mondial va ouvrir ici son tout nouveau magasin, le plus luxueux jamais imaginé.